Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce 7e et dernier événement de la saison des Mardis de la Transmission, les webconférences des passionnés, qui est dédié ce soir à l'entrepreneuriat social et solidaire. Alors cet événement est organisé par Demain, un organisme de formation professionnelle. Sans plus attendre, je vous présente nos deux invités de la soirée. Notre première invitée est directrice des Astroliens, une association qu'il a fondée fin 2016 qui propose aux seniors d'explorer les mondes du numérique. En 4 ans, les Astroliens ont bien grandi. Lauréat du Google Impact Challenge en 2019, reconnaissance d'intérêt général, création en cours d'une application pour diffuser leur méthodologie, etc. Convaincue que l'entrepreneuriat social était essentiel pour réhumaniser la société, elle a plongé la tête la première dans cette aventure pleine de rebondissements. Elle partagera donc avec vous les montagnes russes qu'elle a vécues dans son parcours d'entrepreneur social et quelques hacks qu'elle en a tirés pour vous permettre, si vous le souhaitez, de gagner du temps, voire d'éviter d'en perdre. Je vous prie d'accueillir, comme il se doit, Margot Dufaux. Bienvenue Margot. De l'autre côté de notre table virtuelle, j'ai le plaisir d'accueillir notre deuxième invité. Il est investi depuis 10 ans dans l'entrepreneuriat social, particulièrement dans l'insertion par l'activité économique. Il a d'ailleurs co-créé Logins, une entreprise de logistique qui recrute et accompagne des personnes en difficulté et en situation de handicap. Puis, il a accompagné de nombreuses entreprises à impact social et écologique avec sa société de conseil Wire. Et enfin, il ne s'arrête pas car il a cofondé avec sa femme Laure Chevalier en septembre 2020 Petit mais costaud, le site des apprentis parents pour mini super-héros avec un espace abonné et des contenus exclusifs, une boutique e-solidaire aussi, une e-boutique solidaire, pardon, et une plateforme de dons et location de vêtements. Je vous prie d'accueillir comme il se doit Gaël Loric. Bienvenue Gaël. Merci. Alors, tout de suite, je rappelle le programme de la soirée, de notre superbe soirée qui nous attend. Alors, la conférence est en 2 parties, de durée sensiblement égale. Dans la première partie, je vais poser 2 questions à nos invités pour en savoir plus sur cette fameuse passion qui les anime. De votre côté, si vous avez des questions, je vous invite à les noter directement dans le chat, car dans la deuxième partie, j'aurai la possibilité de poser toutes vos questions directement à nos invités. Et j'ai envie de dire, en plus, nous avons donc une surprise, une exclusivité pour ce dernier événement qui vous sera présenté par Clara. Le quiz, le grand quiz des passionnés. Pour déterminer qui entre Margot et Gaël est, dirons-nous, le plus grand passionné d'entrepreneuriat social et solidaire. Voilà, tout un programme. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous. Première question. Ma première question, alors, elle est très large, mais j'aurais envie de dire pourquoi ? Pourquoi s'être lancé dans ce secteur de l'entrepreneuriat social et solidaire? Et comment est arrivée cette envie, cette passion, en tout cas? Et puis aussi, voilà, ce que ça vous apporte aujourd'hui, professionnellement et aussi, pourquoi pas, personnellement. Alors peut-être Margot pour commencer, si tu veux bien. Oui, eh bien, bonjour. Donc, je suis Margot Dufaux et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat social et solidaire parce que, comme beaucoup de gens, je me suis pris une claque, en fait. Je travaillais à côté de chez mes grands-parents dans une maison de retraite quand j'étais au lycée. Et dans cette maison de retraite-là, c'était le plan canicule l'année où j'y travaillais. Et donc, le plan canicule en maison de retraite, c'est des personnes âgées qui, toute l'après-midi, voire toute la journée, sont dans une salle commune avec de la climatisation, beaucoup de personnes qui ont des troubles et beaucoup de personnes qui n'en ont pas, qui sont enfermées tout ensemble et à qui on ne propose rien, en fait. Pas d'activité, rien du tout. Et c'était des personnes qui avaient le même âge que mes grands-parents. Et à cette époque-là, j'avais encore mon arrière-grand-mère que j'ai eu la chance de connaître jusqu'à ses 97 ans. Et donc, c'était très perturbant pour moi de voir des personnes qui avaient le même âge et qui n'avaient pas les mêmes possibilités de maintien d'autonomie. Et en fait, comme je le disais, j'étais au lycée, donc j'avais 17 ans et je n'avais pas vraiment de clé pour agir sur la situation.
Donc, c'est des années plus tard, quand j'ai été diplômée de mon école de commerce, que j'ai décidé de mettre en application. En fait, j'avais très envie de mettre en application ce que j'avais vu pendant mes études, mais pour, on va dire, euh, quelque chose qui me touchait davantage que le, le, le fait de gagner un salaire confortable et tout ça. Enfin, je souhaitais un peu décorréler mes études de la fonction pour laquelle j'ai fait mes études initialement poussées par ma famille. Et donc, essayer de trouver plus de sens à mon métier. Et donc, je me suis dit qu'il y avait quand même un vrai sujet sur tout ce qui était associatif, tout ce qui était accompagnement de personnes dans le besoin et notamment des seniors. Et en fait, initialement, plutôt dans l'idée de rejoindre des projets associatifs, j'ai fait un service civique. Donc, quand on a moins de 25 ans en France, on a la possibilité de rejoindre des dispositifs qui permettent de s'engager dans des associations sur des missions de 6 à 12 mois et d'être financé par l'État pour le faire, dédommagé, on va dire. Et donc, c'est ce que j'ai fait pour une association qui permettait de monter son propre projet de solidarité. Et je me suis dit, ça va être parfait parce qu'après ça, je vais pouvoir aider un entrepreneur social. Et donc, j'ai décidé de faire un truc qui me semblait assez simple, vu que je savais bien utiliser les outils numériques. C'était de faire des ateliers numériques avec des seniors. Dans un premier temps en EHPAD, et puis aussi très rapidement se sont intégrés des seniors qui étaient à domicile chez eux, que j'ai rencontrés par les petits frères des pauvres. Et en fait, ça a tellement bien marché et il y avait un tel appétit de la part des seniors que j'ai accompagnés et de la part des partenaires que j'ai pas résisté. J'ai monté mon association presque dans la foulée et j'ai continué de le développer. Et pardon Margot, tu as quel âge à ce moment-là? Juste pour, Alors, quand je fais mon service civique, j'ai 23 ans. Et donc, j'ai monté mon association. Comme je le disais tout à l'heure en rigolant à Gaëlle, j'ai laissé un peu sédimenter cette expérience-là. Et puis, j'ai travaillé donc, dans le milieu associatif entre deux auprès de personnes en situation de handicap, dans la communication responsable. Et je suis revenue sur le projet. J'ai monté l'association en novembre 2016. Donc là, j'avais 25 ans. Voilà. Ok. Et après, tu as posé d'autres questions au-delà de pourquoi se lancer, mais j'ai pas eu le temps de les noter. Aucun problème, je suis là pour ça. Oui, en fait, en tout cas, merci pour ce retour déjà. Et après, c'est vraiment qu'est-ce que ce secteur, qu'est-ce que ce domaine peut t'apporter ou t'apporte en fait au quotidien. Alors peut-être personnellement et enfin professionnellement, pour le coup, c'est assez lié quand même, et aussi personnellement. Toutefois, il y a un lien qui s'opère. Pour moi, c'est clair que c'est intimement lié. Hein. C'était plutôt, je pense que je fais partie de la génération d'enfants qui ont été bercés par épanouis-toi dans ta vie professionnelle, enfin, fais quelque chose qui te plaît. Je ne pense pas que mes parents s'attendaient à ce que je monte une association de loi 1901. Preuve en est qu'un des premiers trucs que mon père m'a dit quand je lui ai dit que je montais l'association après mon service civique, quand j'ai repris le projet, il m'a dit mais on a l'impression d'avoir payé une Ferrari et qu'elle tire un tracteur, en fait. Belle image. Voilà. Donc, c'était pas leur plan initial, mais donc c'est vrai que mon épanouissement personnel passait plus par le fait de me sentir utile depuis beaucoup de temps. Je me pose de grandes questions métaphysiques sur pourquoi est-ce qu'on est là et tout ça. Ma première crise existentielle, j'avais une dizaine d'années. Et du coup, c'est vrai que ça n'avait pas de sens pour moi de rentrer dans la vie professionnelle et de passer autant de temps derrière un poste de travail qui n'était pas porteur de sens. Donc, j'avais besoin que le temps que je dédiais au monde professionnel soit quelque chose qui soit porteur de mes valeurs. Donc ça, c'était vraiment impératif. Et j'ai eu la chance dans mes études de faire beaucoup d'expériences via des stages de ce qui me plaisait, de ce qui me plaisait moins aussi dans la vie professionnelle. Et très vite, j'ai constaté que les trop grosses infrastructures, c'était une grande frustration parce que j'ai un tempérament où j'aime bien passer d'un sujet à l'autre assez rapidement et je préfère me nourrir de plein de petits sujets. Donc, c'était aussi une appétence que moi j'avais
de travailler soit dans l'entrepreneuriat, soit avec des entrepreneurs, mais plutôt sur des structures assez petites et où les choses doivent aller assez vite et où en fait on va chercher plutôt de la réactivité et de pousser une vision un peu avec l'équipe, mais d'avoir peu de personnes plutôt qu'une trop grosse infrastructure. Voilà. Ok, super. Merci pour ce retour en tout cas. Je souligne quand même une précocité en tout cas, cette impression-là, surtout que tu nous dis qu'à 10 ans, en fin de compte, tu as déjà peut-être des premières questions que tu te poses, en tout cas déjà des premières questions en fin de compte, autour du sens que tu peux donner à cette vie. Merci en tout cas. Je vais passer la parole maintenant à Gaël. Gaël, comment ça s'inscrit pourquoi ça? Pourquoi l'entrepreneuriat social? Pourquoi autant de sociétés? Je pense qu'il y a des choses qui vont résonner avec ce que vient de dire Margot. Et après, je pense qu'on a chacun a son parcours et fait son chemin sur le sens et le sens d'ailleurs évolue. Moi, c'est aussi une des remarques avec ce que tu disais, Margot, et en regardant un peu mon parcours, j'ai pas le même sens aujourd'hui dans ce que je fais que ce que j'avais il y a 10 ans, il y a même un peu plus, il y a 11 ans quand j'ai commencé. Peut-être juste aussi pour t'expliquer en 2 mots, je fais très court parce que c'est pas forcément le sujet, mais mon parcours. Donc, tu parlais en introduction de l'accompagnement de personnes en difficulté. C'est vrai que moi, c'est quelque chose qui m'a marqué. Je suis parti de là et pareil, je me rappelle quand j'étais gosse, c'est un sujet qui me concernait et par valeur et par contexte social aussi. Les personnes en difficulté, que ce soit les personnes sans abri, les personnes en situation de handicap. J'ai eu un parcours très classique après, prépa, école de commerce. Et à parté, au passage, je me rappelle en entretien préparatoire à l'école de commerce, en prépa, j'avais dit, ben moi, je connaissais rien à l'entrepreneuriat social. J'avais dit, moi, ça m'intéresse, j'aime l'entrepreneuriat. Je savais pas du tout ce que c'était a posteriori, hein. Mais par contre, c'est vraiment, je veux monter une entreprise, mais je veux que ça ait une vocation sociale. Et les jurés, c'était il n'y a pas si longtemps, mais en 2006, 2007, m'avaient dit non, mais si vous dites ça en école de commerce, en entretien, vous allez vous faire allumer, c'est pas possible. Et j'ai fait l'ESSEC après, et à l'ESSEC, il y a une chaire entrepreneuriat social qui est canon, hein, qui est très, très, enfin, qui est vraiment super. Et donc, je dis, en fait, si, il y a quelque chose, ça existe. Et j'ai découvert, puis c'est pas la seule, hein, il y a plein d'initiatives. Et ça a donné du sens. Moi, j'ai orienté mon parcours autour de ça à l'école. Et j'ai commencé à travailler dans le secteur qui m'intéressait, qui était l'accompagnement de personnes en difficulté, qui, d'un point de vue technico-administratif, s'appelle en particulier l'insertion par l'activité économique. C'est le champ qui m'intéressait. Et donc, j'ai travaillé dans un grand groupe social qui s'appelle le groupe ARES. Et pendant mes études, j'ai fait mon apprentissage. Et en 2e année d'apprentissage, je voulais absolument monter une entreprise. Et donc, on m'a dit, bah, tiens, si tu veux monter quelque chose, on a plein de projets. Et il y avait un projet qui allait s'appeler Logins. Et donc, j'en ai pris les rênes. Donc, on était plutôt dans l'intrapreneuriat. Et j'ai participé à la création et dirigé cette entreprise sociale qui accompagnait et qui accompagne toujours à peu près 150 personnes maintenant chaque année en difficulté et en situation de handicap sur les métiers de la logistique et particulièrement de la logistique e-commerce. Avec un modèle, puisque pour ceux qui ne connaissent pas, vous en tiendra pas rigueur, l'insertion par l'activité économique, si je fais simple, c'est de créer des entreprises où on salarie des personnes qui sont en difficulté et la rentabilité de l'entreprise et quelques subventions permettent de financer un accompagnement social et professionnel pour, dans un premier temps, résoudre résoudre les problématiques sociales et les accompagner. Et puis ensuite construire un projet professionnel une fois qu'on a résolu ou en tout cas traité les problématiques de santé, de droit administratif, de logement, etc. Donc j'ai fait ça, c'est passionnant. Et suite à ça, j'ai fait un détour dans l'entreprise classique, ce qui ne nous intéressera pas trop tellement aujourd'hui, mais moi j'ai trouvé aussi beaucoup de valeur parce qu'il y a énormément de choses à faire. Et ça rejoint la question du sens, où je pense qu'après, il y a plein de manières de trouver son sens. Et j'ai créé une société de conseil en 2017 qui s'appelle Wire, où il y a un pilier qui accompagne les entreprises classiques et un pilier sur l'accompagnement de l'entreprise sociale. Donc, on a accompagné de nombreux projets, création d'un centre équestre qui accompagne des enfants, notamment des enfants en situation de handicap, une association qui s'appelle Métissage qui accompagne des femmes battues grâce à l'art-thérapie. Enfin, on a un certain nombre de projets, puis de la création de joint venture sociale aussi, qui est un sujet alors qui peut paraître assez technique, mais comment on fait se rapprocher des grandes entreprises et puis des entreprises sociales. Donc,
par exemple le groupe Vinci de construction et puis une entreprise d'insertion pour créer ensemble une structure qui devient pérenne parce qu'elle peut bénéficier de l'expertise et de la solidité d'une grande entreprise et en même temps de l'expertise sociale de l'association, du groupe associatif ou de l'entreprise sociale qui connaît bien le territoire, qui connaît les problématiques sociales, qui connaît les acteurs de l'accompagnement, etc. Et puis plus récemment, j'ai créé Petit Mécosto avec ma femme. Ça, suite à une expérience très très personnelle où on a eu un petit bébé qui est né grand prématuré, donc qui est né à 6 mois. Et dans tout ce qu'il y a énormément de choses à dire là-dessus. Nous, on a choisi un angle bien particulier qui est que ces tout petits bébés, ils n'ont pas de vêtements adaptés. Et donc, on est en train de co-concevoir avec des soignants et des familles de parents comme nous et une styliste spécialisée de la mode pour bébé, une gamme de vêtements qui soit éco-conçue et qui en même temps soit vraiment designée par rapport aux besoins des bébés, aux besoins de l'hôpital, enfin, aux contraintes de l'hôpital et aux besoins médicaux. Voilà, je fais donc derrière ce que je veux dire par rapport à tes questions au départ sur qu'est-ce que ça apporte, d'où ça vient, c'est que le sens a évolué. Et moi, ce que je trouve important, c'est qu'on est dans une génération, je trouve, où effectivement il y a une question de trouver son sens et d'avoir une utilité dans le travail. Et après, cette utilité, parce qu'on voit souvent des gens qui sont dans cette quête un peu d'absolu de c'est quoi mon rôle, mon utilité, c'est des questions qui sont intéressantes, importantes à se poser, mais il faut aussi savoir que c'est des choses qui évoluent. Et ce que je trouve important, c'est de se dire, moi, je suis en phase, en fait, aligné au quotidien avec ce que je fais. Et ça peut prendre plein de formes différentes. Voilà, rapidement. Merci Gaël pour ce retour. Ok, et aussi très, très riche. Et effectivement, on voit, comme tu disais en introduction, une certaine évolution en fin de compte. Donc, c'est pas un chemin tout tracé. C'est pas parce que d'ailleurs, on est parti sur ce chemin-là de l'entrepreneuriat social qu'on ne fait pas un petit détour d'ailleurs par des entreprises qui ne sont pas sur ce secteur-là. Et puis effectivement, ça évolue. Ce que moi, je retenais de pourquoi créer un projet. Le souvenir que j'en ai des personnes que j'avais pu interviewer, c'était soit c'est parce que j'ai une idée incroyable. Alors moi, ça m'est jamais arrivé. Peut-être qu'un jour, je ne sais pas. Soit j'ai une vraie douleur. C'est-à-dire que quand je dis douleur, il y a quelque chose qui est vraiment pas présent, c'est-à-dire un produit, un service qui n'existe pas et qui m'a manqué, qui me manque et qui me fait mal même, pour le dire. Donc j'ai l'impression qu'en tout cas on retrouve en tout cas cette particularité à travers vos deux rendus en tout cas. Voilà. Oui, merci pour ce partage. Je Pardon. Vas-y. Ouais, tu vois, mais des fois, c'est des sujets différents. Quand j'ai travaillé je prends mon cas, l'insertion par l'activité économique, et ce qui est toujours le cas, j'accompagne toujours des projets dans ce domaine-là. Il y a deux niveaux de sens. Il y a un sens par rapport à un engagement au service de la société. Pour moi, je parle de mon cas personnel. Hein, et je prends Petit mais costaud, ce qu'on fait là. Il y a un double sens où c'est quelque chose qui nous a touché nous aussi dans notre expérience très personnelle et où c'est un sujet de société aussi. Mais voilà. Et donc ces sens-là, après, ils appartiennent. Chacun peut trouver déjà son sens et la manière dont il veut le faire vivre. Et ça peut être en créant un projet, ça peut être à l'intérieur d'une structure existante parce qu'il y a des choses à faire. Il y a plein de modalités d'engagement, mais en fonction, comme tu dis, je pense que ça résume effectivement assez bien. Ça peut être alors une idée, il y a au-delà de l'idée exceptionnelle, mais en tout cas une idée d'engagement, un sujet sur lequel il faut s'engager, ou alors quelque chose, vraiment un constat qu'on fait et qui nous touche aussi des fois très personnellement, où on se dit, là, il faut faire bouger les choses. Ouais, merci pour ce complément. Super. Eh bien, deuxième question, tant attendue. Alors, dans ce parcours, c'est incroyable, ces fameuses montagnes russes, comme je disais en introduction aussi, qui était pour la présentation de Margot, est-ce que vous auriez peut-être des conseils, tout simplement, ou alors des ressources, ça peut être n'importe quelle ressource, que ce soit des livres, des podcasts, des vidéos, à recommander aux personnes qui nous écoutent? Alors peut-être, je ne sais pas, entre vous, Gaël ou... Vas-y, Margot. Ok, c'est parti. Eh bien, en fait, je pense que déjà, ça dépend de à quel moment est-ce que les gens se situent au niveau de leur projet. Un petit peu dans la lignée de ce que vient de dire Gaël, moi, je sais qu'il y a un truc qui a vraiment résonné à un moment donné de manière assez claire. C'est quand ma mère m'a fait un retour en me disant « Mais
Margot, toi, tu avais besoin de t'épanouir par ta vie professionnelle, mais il y a aussi plein de gens qui s'épanouissent en dehors de leur vie professionnelle. Et ça, je trouve qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez, c'est que l'entrepreneuriat social, c'est une forme d'engagement dans l'économie sociale et solidaire, mais il existe plein d'autres formes. Dans les entreprises, on peut mener ne serait-ce que déjà des projets d'économie sociale et solidaire. On peut s'engager dans des associations. Et il y a maintenant des formats qui permettent de s'engager de plein de manières différentes. Donc, notamment dans les astuces, moi, qui ont été très pertinentes dans ma réalité à moi, c'était d'aller voir comment ça se passait concrètement sur le terrain. C'est ce qui m'a amené à créer ma propre association après, de passer par un service civique dans une autre association. Donc, quelques structures qui permettent de s'engager facilement. Donc, il y a Bénénova ou Tous Bénévoles, qui sont des plateformes qui permettent de faire du bénévolat de plus ou moins long terme. J'ai moi-même fait un service civique, et donc si vous avez moins de 25 ans ou vous êtes en situation de handicap et que vous avez moins de 30 ans, vous pouvez regarder sur la plateforme servicecivique.fr aussi. Il y a plein de missions auxquelles participer sur des sujets qui vous plaisent. Et donc, pour les personnes qui peut-être sont à un stade où ils ont envie de davantage s'engager, initialement, pareil que Gaëlle, quand je suis arrivée en école de commerce, je savais juste que quand j'étais avec des gens d'école de commerce, j'étais pas tout le temps, je me sentais pas tout le temps à ma place et tout le temps alignée. Et ça, c'était très personnel. Et donc, j'ai essayé au maximum de tester des expériences qui me rapprochaient de ce qui m'intéressait. Et je pense que la petite boussole intérieure, en fait, on se pose souvent la question, mais on le sent, les choses qui nous attirent plus. On sent si, par exemple, on aime bien prendre des photos, on sent si on aime bien passer du temps avec certaines personnes. Et donc, dans un premier temps, moi, on ne parlait pas d'entrepreneuriat social, on parlait de développement durable. Donc, j'ai testé un premier stage dans ce qu'on appelait le développement durable au sens très large, d'abord dans une grande entreprise, puis dans une boîte de conseil, puis dans une agence de communication. J'ai vraiment essayé à chaque fois, à chaque expérience, de me noter ce que j'aimais bien et ce que j'aimais moins. Il y a beaucoup de formats qui permettent de s'engager de manière très courte, même dans des stages ou dans des petites… Alors, quand je dis stage, on peut aller en tant que, par exemple, quand on est dans une période de chômage, proposer à une petite structure de faire un stage d'1 mois qui n'est pas forcément fait avec une école, mais qui peut être validé par Pôle emploi, par exemple, qui peut permettre de se réorienter professionnellement. Ça, on ne le sait pas forcément, mais la structure ne peut pas forcément vous accueillir si ce n'est pas une association pour un petit peu faire du bénévolat, mais elle peut vous accueillir en tant que stagiaire avec ces conventions-là. Donc, c'est plein de petites manières qui permettent de tester, de mettre un premier orteil et de tâter la température, de voir si ça nous plaît ou pas et de réajuster. Voilà, donc déjà, je pense qu'il y a cette première brique à l'entrée dans l'entrepreneuriat qui peut être un sujet intéressant. Ok, merci. Ce que je retiens en tout cas, c'est effectivement le test. Et puis au-delà du test, comme tu as pu le dire, en fait, c'est d'essayer aussi de percevoir en fait ce qui va être ok pour nous. Peut-être effectivement une passion qui se dessine, mais au-delà même de la passion, qui est un grand mot, c'est qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui résonne en nous. Ouais, je te rejoins en tout cas. Là-dessus, moi, je partage. Je pense qu'il y a être au clair avec soi-même, et c'est un chemin, encore une fois, c'est pas. Tu l'as dit aussi, Margot, avec les évolutions et la sédimentation. Mais moi, je vois aussi régulièrement, j'accompagne un certain nombre d'entrepreneurs, et c'est bon, et c'est quelque chose qu'on a tous, et on l'a compris. Le fait d'être clair avec soi, c'est assez important, et des fois, surtout quand on est sur l'entrepreneuriat social, je pense qu'il faut faire le distinguo sur ce qu'on investit dans le projet et pourquoi on le fait, entre est-ce que c'est des fois pour le projet ou est-ce que c'est pour soi, qu'est-ce qu'on cherche à faire en s'engageant dans l'entrepreneuriat social. Pour moi, c'est un point important, et d'autant qu'on est sur une notion où le personnel et le professionnel s'entremêlent beaucoup plus que quand on est dans un job classique avec mon boulot bien déterminé, ce que je fais à côté. Et donc, c'est important, et c'est actualisé. Il y a plein de moyens de le faire. Mais pour moi, c'est un des points. Tu demandais les ressources et les conseils. Faire le point sur soi, savoir pourquoi on le fait, déterminer ensuite, ça rejoint ce que disait Margot, les types d'engagement qui sont adaptés à ce qu'on veut faire. Parce qu'il y en a plein. C'est pas forcément l'entrepreneuriat social en tant que tel.
où est-ce qu'on met son engagement et sous quelle forme? Il y a, voilà, est-ce que c'est de l'associatif à côté du boulot? Est-ce que c'est de l'entrepreneuriat dans le travail? Est-ce que c'est vraiment créer sa boîte? Est-ce que c'est participer à un projet de SS ou une entreprise sociale existante? Et ces modalités répondent potentiellement à différentes personnalités, à différentes phases aussi de la vie de chacun. Donc ça, c'est le premier point. Je dis ça parce que c'est vraiment quelque chose que moi je vois ressortir souvent dans les gens avec qui j'échange. Et par exemple, quand on est dans un changement de vie, c'est que j'ai bossé X années dans une boîte classique et ça y est, j'en ai marre, je veux faire un projet qui a du sens. C'est important de faire le point vraiment sur pourquoi on le fait. Ensuite, démarrer rapidement, enfin tester, parce que surtout si là c'est plutôt quand on est en train de monter un projet d'entreprise, se confronter à la réalité et très rapidement. Ça, je pense que c'est pas propre à l'entrepreneuriat social, c'est propre à l'entrepreneuriat tout court et au développement d'activités. Les business plans, les belles présentations, etc. C'est bien, mais ce qui compte, c'est est-ce qu'on répond vraiment à un besoin? Est-ce qu'on va trouver des utilisateurs, des clients, des bénéficiaires? Et donc ça, il y a qu'un juge de paix là-dessus, c'est de se confronter à la réalité et d'y aller. Et ça, c'est le deuxième conseil. Donc pour ça, souvent, voilà, quand on s'organise, c'est de faire attention à est-ce que je dédie bien le temps sur les bons sujets et d'aller se confronter vite, rapidement aux clients, aux utilisateurs, de parler de son projet très rapidement. On entend souvent aussi non mais je veux pas encore en parler. Non, il faut en parler de son projet. Enfin, à moins qu'on soit sur une innovation technologique qu'il faut absolument protéger. Moi, j'ai rarement vu encore en 10 ans d'entrepreneuriat ça, parce que ce qui compte souvent, c'est plus la capacité à faire derrière que l'idée initiale. Voilà, et en termes de ressources très concrètes, il y a des podcasts, mais il y a en fonction d'où il y a plein de ressources. Si vous allez sur le site, il y a des sites qui listent ça sur le site d'Entropia chez l'incubateur de l'ESSEC. Ils listent tout un tas de ressources en fonction de votre avancement dans votre projet. Il y a Ticket for Change aussi, qui est un super, où il y a beaucoup de ressources sur les types d'engagement entre l'entrepreneuriat, etc. Il y a des podcasts. Et dans les podcasts, je dirais, il y a les podcasts sur l'entrepreneuriat social, puis il y a les podcasts sur votre domaine d'activité. Je prends un exemple très concret, un petit mais costaud. Nous, sur les lignes de vêtements qu'on développe et le modèle d'économie circulaire, puisqu'on a mis en place une plateforme de dons et location de vêtements, et ben, on se renseigne sur la partie prématurité, sur l'hôpital, etc. Mais on se renseigne aussi sur c'est quoi l'innovation dans la mode, c'est quoi les acteurs de la mode, comment ils fonctionnent. Et donc, faut se rapprocher de ce qui se fait dans l'entrepreneuriat classique, entre guillemets, le monde classique. Voilà. Peut-être pour rebondir sur ce que vient de dire Gaël, si j'ai encore un petit peu de temps. Dans les autres astuces, c'est complémentaire à ce que vient de dire Gaël, pour faire attention à soi. Moi, il y a quelque chose qui a été assez important dans ma vie aussi, dans mon entrepreneuriat, et j'aurais aimé qu'on en parle plus tôt. C'est que j'ai fait un coaching et je pense que ça peut être une thérapie, ça peut être autre chose. Enfin, parce qu'en fait, l'entrepreneuriat social, on met aussi beaucoup de soi parce que c'est des sujets de société, parce que, enfin voilà, il y a plein de choses. Donc, d'être accompagné par des gens extérieurs qui nous accompagnent pour prendre soin de soi et se protéger, c'est aussi important. On parle beaucoup du burn-out dans l'entrepreneuriat, et l'entrepreneuriat social n'est pas épargné, vraiment loin de là. Donc, je pense que c'est important de dédier du temps pour soi et d'agencer un emploi du temps qui soit aussi cohérent avec ce qu'on est en capacité de donner. Et sur l'emploi du temps et la charge de travail, moi, je travaille beaucoup sur les coups doubles. Donc, je vous partage une petite astuce de mon quotidien qui me fait gagner beaucoup de temps. C'est qu'en fait, j'essaye de proposer des projets qui me nourrissent moi et qui vont nourrir les autres. Donc, en fait, typiquement, quand j'étais dans l'entre-deux avant les Astroliens, j'ai commencé à ressentir ce besoin de mieux comprendre l'entrepreneuriat social, et j'avais envie à la fois d'être inspirée et en même temps j'avais envie de passer à l'action. Et ben, j'ai créé des événements avec des amis qu'on a appelés des explorations, où en fait on organisait bénévolement le week-end des temps où on se retrouvait, et donc on était tout le temps une vingtaine de personnes différentes
Et on arrivait à faire venir plein d'entrepreneurs hyper chouettes qui venaient parler de leur sujet. Donc, comme on est en train de le faire là en ce moment, qui partageaient eux ce qu'ils faisaient. Donc, ça permettait de découvrir des nouvelles choses. Et puis ensuite, on passait à l'action et on proposait des choses concrètes. Et donc, on se mettait déjà dans une posture où on proposait des solutions. Voilà. Donc, ça m'a fait beaucoup de bien. Et donc, à la fois, j'organisais, ça nourrissait d'autres personnes, mais c'était assez égoïstement aussi pour moi, parce que ça correspondait à mon emploi du temps et que ça me permettait de faire venir vraiment les gens que je trouvais stylés. Également, j'ai utilisé le même principe pour continuer d'avoir un pied dans l'une de mes passions qui est l'improvisation théâtrale. J'avais plus le temps de me déplacer à 1 heure de chez moi, j'avais pas les ressources financières pour me payer les cours d'impro que je voulais. Bah, j'ai rejoint une amie qui donne elle-même des cours d'impro et je me suis mise à donner les cours d'impro avec elle. Donc en fait, je gagnais de l'argent, je faisais de l'impro, c'était sur les moments où j'étais disponible, donc voilà. Et là, je me suis portée volontaire le matin pour faire des ateliers de yoga avant de démarrer ma journée. Bah, c'est pareil, en fait, c'est que des trucs que j'ai envie de faire, où en fait, moi, ça me motive à le faire. Je sais que c'est utile après pour d'autres personnes, mais je ne le fais pas finalement pour les autres simplement. Je le fais parce que derrière, j'ai une motivation et ça me fait gagner à la fois de l'énergie, mais aussi parfois des revenus. Et en tout cas, ça a toujours un double intérêt. Voilà. Donc, c'est vraiment un truc qui, moi, a été un vrai déclencheur à un moment donné de comprendre qu'on pouvait faire ça. Et quand on a plusieurs projets, on peut aussi après apprendre à faire des rendez-vous. On va soit présenter plusieurs projets et du coup, plutôt que de faire 2 ou 3 fois le même rendez-vous avec des personnes, ben, on fait un rendez-vous et on traite tous les sujets d'un coup. Et d'avoir ce mécanisme-là au fur et à mesure qu'on alimente, ça permet au quotidien de se sentir plus productif sans forcément passer 3 fois plus de temps à faire des choses. Et voilà, c'est quelque chose dont on parle assez peu, mais je trouve que c'est quand même un fonctionnement qui est très efficace. Donc, sans pour autant être dans une démarche où on a de la rentabilité économique derrière. Je veux dire efficace au sens où voilà, je mets 1 heure de mon temps et derrière, j'en ressors avec… je me sens nourrie, quoi. Ouais. J'ai 1 minute parce que je trouve ça hyper intéressant. Il y a des ressources là-dessus de quelqu'un que vous connaissez peut-être qui s'appelle Fabien Olicard, qui est mentaliste au départ, mais qui a écrit des livres sur la gestion du temps, l'organisation, la priorisation des projets, etc. J'ai aucune action, hein, mais c'est vraiment blindé de très très bons conseils comme cela. Et moi, ça résonnait beaucoup. J'en ai dans le même type que toi. Moi, j'ai une priorisation dans tous les projets que je fais. Enfin, j'en ai plusieurs, mais une partie de mes critères, c'est est-ce qu'il y a une pertinence sociale? Est-ce qu'il y a une pertinence financière? Est-ce que j'ai envie de le faire? Est-ce que ça m'apporte des compétences, des connaissances? Et j'évalue mes projets, mes engagements comme ça. Et ça me permet de me dire, il y a des projets, j'ai une activité de conseil, il y a des missions qui sont peut-être des fois moins intéressantes que d'autres, mais qui me permettent de financer des projets, donc financièrement très rentables, pertinence un peu moins, mais envie un peu moins, mais par contre, ça va me permettre de venir financer un autre projet où je prends très, très concrètement, il y a des projets que j'accompagne bénévolement parce qu'il n'y a pas les moyens et par contre, je veux quand même les accompagner. Et donc là, il y a une forte pertinence sociale, il y a une forte envie de le faire, mais il n'y a pas la rentabilité financière. Et comme ça, moi, j'ai ces critères personnels qui me permettent d'allouer, puis aussi de savoir des fois dire non parce que ça ne rentre pas dans les cases et donc du coup, il faut aussi se préserver et on ne peut pas tout faire. Et, voilà. Et sur le très concret, un petit point, c'est juste que tu demandais des conseils très concrets, ça me faisait penser ce que disait Margot sur leur organisation. Je pense que dans l'entrepreneuriat de manière générale, ça demande beaucoup d'organisation si on veut, quand on commence à avoir pas mal de projets. Et moi, j'ai quelques principes très simples. Je travaille par séquence un peu en deep work de 25 minutes où il y a ce qu'on appelle la méthode Pomodoro, où il y a zéro distraction, j'éteins le téléphone, je coupe toutes les notifications. J'évite les rendez-vous le matin parce que moi je suis plus productif le matin et je les mets l'après-midi. Je fais des rendez-vous maximum d'1 heure la plupart du temps. Donc il y a plein de techniques d'organisation qui permettent aussi d'optimiser son quotidien. Et ça, voilà, quand on commence à développer des projets, c'est important pour encore une fois arriver à se concentrer sur ce qui est important pour développer son activité. Pas forcément sous l'angle économique, mais aussi sous l'angle social. Ok, merci, très enrichissant, très riche. Merci beaucoup pour ce partage. Ça, je pense en tout cas. Ouais. 2 trucs hyper pragmatiques parce que c'est pareil, on me les a pas dit quand j'ai démarré. Et tout à l'heure, Gaëlle, tu l'as un peu dit, c'est sur le business plan parce que tout le monde en parle. Et en fait, simplement pour le business plan, faites pas la même chose que ce que tout le monde vous conseille de faire avec 10 pages et tout ça. Faites 1 page de présentation
et faites un budget avec les entrées d'argent et les sorties. Vraiment, c'est l'essentiel. Même les banquiers, c'est ce qu'ils veulent. Ça ne les intéresse pas d'avoir un... Voilà, ça, vraiment, personne ne nous le dit et c'est terrible. Donc, voilà, gagnez du temps là-dessus. Et pendant les rendez-vous de prospection, parce que vous allez être amené à faire des rendez-vous de prospection, je vous le souhaite en tout cas, ne faites plus de carte de visite, mais ayez toujours sur vous l'application LinkedIn. Vraiment, c'est ce qui fonctionne le mieux pour garder contact avec les gens et se connecter directement. Ça marche super bien. Voilà. Ouais. Merci pour ces ajouts. Top. En tout cas, ça va effectivement pouvoir aussi introduire, en tout cas, je pense que c'est une très très bonne introduction pour les questions des personnes qui sont avec nous. Mais juste avant, nous avons une petite surprise. Je vais faire monter sur scène Clara, qui effectivement va pouvoir vous présenter. Alors, Clara va le présenter, je la laisse. Je te laisse, Clara. À toi, le stage. Voilà. À ton tour. Ok, bonsoir tout le monde alors. Donc, du coup, Gaëlle et Margot, vous allez être en compétition pour savoir qui sera le plus fort sur le quiz des passionnés. Donc, je vais vous poser plusieurs questions et celui ou celle qui aura le plus de bonnes réponses sera élu grand vainqueur du quiz des passionnés. Donc, c'est parti. Margot, la première question, elle est pour toi. Alors, du coup, je te pose la question et je vais te donner 3 propositions. Et tu me diras, selon toi, quelle est la bonne réponse. T'es prête? Ok. Alors, à ton avis, combien de personnes sont touchées par l'illettrisme numérique? 5 millions, 13 millions ou 19 millions? 13 millions. Bravo, c'est ça. Bravo, en effet. Et du coup, est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est l'illettrisme numérique? Alors, bon, l'illettrisme numérique, c'est quand on ne sait pas utiliser un ordinateur, un smartphone ou une tablette. Et donc, je ne sais pas, je vais peut-être spoiler les autres questions, mais en France, il y a un objectif de passer à 2022 dématérialisation totale des démarches administratives. Donc, moi, initialement, la raison de création des Astroliens, c'était pas tellement le numérique et l'inclusion numérique derrière, c'était plutôt un moyen de redonner la possibilité d'être acteur de son quotidien. Mais en fait, comment est-ce qu'on peut être acteur de son quotidien quand il y a toute une partie des démarches administratives qu'on ne peut plus faire soi-même, hein, notamment des personnes qui ont passé 70 ans de leur vie à faire elles-mêmes leurs démarches administratives et qui sont complètement en capacité de le faire. La seule barrière qui est entre elles et leurs démarches dont elles ont l'habitude, c'est une interface numérique. C'est hyper frustrant. Donc, voilà, c'est beaucoup de frustration, le numérique, pour plein de gens. Ok, merci d'avoir expliqué. Ok, du coup, prochaine question, c'est pour Gaëlle. Moi? Oui, là, pareil, je te pose une question, 3 propositions et tu me dis quelle est la bonne réponse. Alors, à ton avis, la prématurité, elle touche combien de bébés chaque année en France? 15 000, 40 000 ou 60 000? Ouais, 60 000. Vous êtes trop bien, c'est bravo! Sinon, on sort. Super, bravo. Donc, pour l'instant, vous êtes à égalité, c'est Oui, bien. donc je peux, pareil, hein, je pense que c'est pas Ouais. j'ai 2 mots, mais c'est vrai que c'est important. C'est 8% des naissances à peu près. C'est 8 minutes, une naissance toutes les 8 minutes. Et du coup, je crois que c'est un vrai sujet de société. D'ailleurs, il y a un grand chantier de refonte de l'accompagnement de l'enfance qui s'appelle les 1000 premiers jours qui est en cours, dans lequel qui n'est pas spécifique à la prématurité, mais sur lequel il y a un chantier spécifique qui a été dédié. Donc ça, c'est super. Et c'est un gros sujet. C'est comme beaucoup de sujets autour de la maternité, de l'enfance, ils sont un peu mis sous silence parce que ça correspond pas à une image d'Épinal ou une image parfaite, en tout cas de ce que c'est que la parentalité. Et du coup, on a beaucoup de familles derrière qui se retrouvent désemparées. Et il y a énormément de choses à faire au-delà de nous ce qu'on fait sur les vêtements. Et c'est un sujet, je trouve effectivement extrêmement important à accompagner. Et je disais ça, je reboucle sur la partie précarité parce qu'il y a un lien assez fort entre la prématurité et la précarité. Et donc souvent, c'est des conditions en plus qui s'ajoutent à des conditions sociales ou autres économiques qui sont pas évidentes. Voilà. Donc beaucoup de sujets. S'il y a des gens qui écoutent et qui ont peut-être qui ont 8%, ça veut dire que dans votre entourage, on a tous des gens qui ont été prématurés. C'est ça qui est assez fou, alors que on ne sait pas. Enfin, souvent, si on pose pas la question, on s'en rend pas compte quand on connaît pas le sujet. Et donc, il y a plein de modalités d'engagement. Donc, s'il y a des personnes qui écoutent, c'est des sujets qui parlent.
Voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire sur ce sujet. Ouais, c'est Parenthèse fermée. Merci. Ok. Du coup, pour la troisième question, donc là, vous jouez ensemble. Donc c'est une question de rapidité. Donc le premier qui donne la bonne réponse gagne le point. Mais si c'est une mauvaise réponse, c'est l'autre qui Super. pourra Ah oui. répondre. Ok? Vous avez bien compris? Non, mais c'est pas grave, on joue. Non. Bon, ça y est, prêt. Alors, quelle association rassemble le plus de bénévoles en France? Ah, il n'y a pas de réponse. La Croix-Rouge. D'accord. Il y a un indice. Oui, j'ai un indice pour vous aider. Ah. Alors, du coup, attention, le logo, il possède 2 ailes, une rouge et une bleue. Je le- Vous ne trouvez c'est- pas? Bon, allez, je vais en tenter une, parce que je pense que c'est le logo, je vois passer le Secours populaire là. Oui, c'est ça. Bravo. Bravo. Je pensais qu'avec l'indice, vous allez trouver tout de suite. Mais du coup, pour la Croix-Rouge, c'est la 3e association. D'accord. Et la deuxième? Le Resto du Cœur. Ouais, ouais, c'est le top 3 quand même. Oui, voilà, vous étiez pas mal, c'est sûr. Ok, pour la 4e question, ça va être le même principe. Là, je vous donne une question, pas de proposition, c'est le premier qui répond. Et pas d'indice ou un indice? J'ai un indice sur celui-là. Ok, vous êtes prêts? Alors, quelle organisation de l'entrepreneuriat social et solidaire se présente comme « Viens, on change de monde ?» Et l'indice, c'est « Leur logo s'écrit avec un underscore et ça prend tout son sens. » Viens, on change de monde. Viens, on change le monde. C'est leur. Effectivement, ça s'écrit avec un underscore. Et ça prend tout son sens. Ça Make prend sense. tout son Make sense. sens. Ouais, bien Bravo. C'est un bel indice quand même. C'est un peu poussé, hein, mais bon. C'est possible. Ok, donc dernière question. Du coup, pour vous départager, attention, très important. Donc là, question un peu particulière. Vous allez avoir cette fois un petit temps pour répondre à la question, donc 1 minute pour réfléchir. Et du coup, on vous demande quelles sont les 3 qualités essentielles d'un entrepreneur. Ok. Alors moi, ça va me permet de, pendant que vous réfléchissez, de faire une intermède. Réfléchis en t'écoutant. Allez. Ouais, ça va pas être évident. Hein. Alors bien sûr, Clara donnera la source, hein, parce qu'effectivement, il y a une source qui définit les 3 qualités. Juste une intermède parce que en fait, les 2 invités ne le savent pas, mais j'en ai parlé. La boucle est bouclée. Ce qu'il faut savoir, c'est que je connais les 2 personnes à travers 2 sources différentes, mais qui se relient. En fait, Gaël, j'ai découvert à travers une formation que j'ai suivie avec l'Entropia, qui est la chaire entrepreneuriale de l'ESSEC, dont il a parlé. Et donc, une formation sur l'entrepreneuriat social, tout simplement. Donc, j'ai découvert à ce moment-là, avec entre autres aussi Eva Sadoun. Voilà. Donc, ils faisaient partie des personnes qui parlaient de leur expérience. Et je trouvais ça hyper inspirant. Donc, je m'étais dit un jour, je m'étais noté dans un coin, tiens, Gaël Loric, je vais faire un truc avec lui. Je ne sais pas quoi, mais je vais faire un truc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Margot, je l'ai rencontrée justement à travers une soirée organisée par Entropia. Voilà, une soirée à laquelle je ne devais pas aller, et je ne sais plus si Margot devait y aller aussi, mais voilà, en tout cas, on ne devait pas se croiser à ce moment-là, et en fait, si Planète Alignée, on s'est croisés, et voilà, et depuis, effectivement, je parcours les mondes numériques également avec les astroliens. Donc voilà, c'est grâce à l'ESSEC, le point commun. l'Entropia. L'Entropia, c'est l'entropie en fait qui nous a reliés. Alors ça n'a pas été évident pour vous, hein. Écouter plus réfléchir, mais voilà, c'était l'intermède. Merci. Du coup, est-ce que vous avez vos 3 idées ou pas? Moi, j'en ai noté 2. Moi, Ok, j'en avais 2 faciles et j'en ai trouvé une 3e. Mais du coup, ok, ben on va voir ça. Bah Margot, vas-y, si tu veux, tu peux commencer. Moi, j'ai mis transmettre, partager une vision et savoir s'adapter. / se réadapter. Ok. on est très proches. Hein.
Moi, j'avais mis, mais j'ai triché, j'ai splitté en deux parce que j'ai mis vision, avoir une vision, enfin, d'avoir une vision, capacité à convaincre et voilà, emmener, et puis persévérance. Très bien. Ok. Ok. Oh, ça va être dur de vous départager. On est Aïe, dans la aïe, aïe. coépétition, on n'est pas vraiment dans la compétition. Oui, bien sûr. Alors, on me dit à l'oreillette que c'est possible que les deux invités gagnent. Oh là là! Je pense que ça va jouer comme ça. Du coup, je vous donne les réponses officielles qui ont été Ouais. publiées dans un article par Capital. Et du coup, selon eux, les 3 qualités essentielles d'un entrepreneur, c'est d'abord le goût du challenge, ensuite la capacité à prendre des décisions et la capacité à déléguer. C'est pas du tout ce qu'on a dit. Alors, je m'en vais. Ah, vous lisez, Voilà, c'est pour ça qu'il y a deux vainqueurs. Le vainqueur est donc Capital, ce qui est un peu antinomique. Bon. Ok. Pourquoi pas? Bravo à tous les deux. Pourquoi pas? mais bravo, bravo. On peut vous applaudir quand même. Bravo. Bravo. Bravo, Désolée pour les oreilles des gens qui saignent. Ouais, il faudra qu'après le montage, je fasse baisser le son à ce moment-là. Parce que JT me prévient quand même que mon microphone est trop bruyant. Moi aussi, j'ai vu ça. D'accord. Bon, en tout cas, moi, je nous félicite de notre cohérence. Ça, je trouve Oui, que c'est quand même c'est aussi vrai. le point retenu. Merci. c'est vrai. Merci Gaël pour ce point. Effectivement. Effectivement. Bon, en tout cas, merci aussi Clara. Bon, on va effectivement pouvoir passer à la deuxième partie de l'événement. Donc, je rappelle, mais si vous voulez suivre les événements de demain, vous pouvez vous inscrire sur Eventbrite. Voilà, le lien sera en tout cas en commentaire et en description même de la vidéo. Et puis, vous aurez plein d'informations en description de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller cliquer sur les liens. Et je vous dis à très vite. Au revoir.